on pense à l'eau, on pense aux lacs, aux rivières, aux ruisseaux ou aux milieux humides. Cependant, il y a toute une partie de l'eau qui se retrouve sous nos pieds. On appelle ça des aquifères. C'est d'ailleurs sur cette eau souterraine que le prochain professeur à qui on va parler a consacré sa carrière. C'est avec un grand bonheur, dans le cadre du mois de l'eau, que l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et de l'organisme de bassin versant du Saguenay ont voulu rencontrer M. Alain Rouleau, qui est professeur retraité à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, M. Rouleau. Bonjour, Alexandra. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter de cette eau souterraine-là. Le plaisir est pour moi. Donc, au départ, en fait, j'aimerais en apprendre un peu plus sur vous, sur votre carrière. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous êtes arrivé à devenir professeur à l'UQAC et à vous intéresser à l'eau souterraine? Oui, bien, j'aimerais, pour continuer dans ton introduction tout à l'heure, j'aimerais dire que pratiquement, on marche sur l'eau. Oui. Nous marchons constamment sur l'eau. Partout sur le territoire, et non seulement les gens qui font de la planche à pagaie sur les plans d'eau, mais tous ceux qui marchent sur le territoire marchent sur l'eau. Donc, il y a beaucoup d'eau sous nos pieds. Il y a beaucoup d'eau sur nos pieds, énormément. Et donc, moi, j'ai commencé par m'intéresser à la géologie. Je m'intéressais au socle rocheux, comment s'est formé, comment s'est constitué le milieu sur lequel nous marchons continuellement. Et j'ai constaté que la géologie pouvait s'intéresser au socle rocheux à toutes les échelles, à toutes les échelles de temps d'abord, au temps actuel, ce qui se passe dans le socle rocheux, et de même comment il s'est formé au temps certainement préhistorique, au temps des dinosaures, et même beaucoup avant les dinosaures, à l'époque du Précambrien. Et comment, donc à une échelle de temps très diversifiée et à une échelle d'espace également très variable. On peut s'intéresser à la géologie à l'échelle microscopique, la structure des minéraux, et jusqu'à l'échelle mégascopique et même astronomique, si on peut dire, parce qu'il y a des planètes autres que la Terre qui intéressent les géologues également. Oui. Donc, ce sont ces diversités d'échelles de temps et d'espace qui nous permettent de mieux comprendre le socle rocheux et les dépôts meubles sur lesquels on marche constamment. OK. Donc, ça a commencé par ça, donc une idée de connaissance fondamentale. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs applications à la géologie. OK. Et plusieurs applications sont considérées dans la société humaine actuelle. En particulier, on pense à l'exploration minière et à l'exploitation des mines, mais on pense aussi aux eaux souterraines, qui devient de plus en plus importante aux yeux de la société, heureusement. Donc, ce sont les principales motivations et j'ai étudié dans ce domaine-là. Je me suis spécialisé au baccalauréat en ingénierie géologique, à la maîtrise en géologie structurale, c'est comment étudier comment le socle rocheux s'est déformé sur un territoire donné. J'avais fait ça dans les Appalaches, au sud du Québec. Et par la suite, je suis allé travailler dans le domaine de la géologie, mais j'ai pu travailler à ce moment-là dans des problématiques d'eau souterraine, d'alimentation en eau de population. OK. En particulier en Afrique. Vous avez voyagé loin pour parler d'eau aussi. Oui, donc il faut dire qu'en Afrique, on a besoin d'eau. Les besoins en eau sont beaucoup plus criants qu'ici. J'imagine que l'eau de surface est moins présente beaucoup. Il y a beaucoup moins d'eau de surface. Au sud du Sahara, par exemple, dans le Sahel, il n'y a pratiquement pas d'eau de surface. Ou s'il y en a, c'est quelques jours, quelques semaines par année. Donc, on doit recourir aux eaux souterraines simplement pour alimenter la population. Donc, pour l'agriculture, une agriculture de subsistance également. Et l'alimentation en eau souterraine dans ces pays-là, dans les forages, c'est souvent dans le socle rocheux. Donc, les forages doivent se faire dans le socle rocheux. Et on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte personnellement, que les connaissances étaient très déficientes pour ce qui est de l'écoulement de l'eau souterraine dans le socle rocheux. Donc, ça m'a motivé de retour au Canada à aller retourner aux études
et faire un doctorat sur l'écoulement de l'eau souterraine dans les milieux rocheux. Donc, c'était ma spécialité en quelque sorte. Vous avez un beau parcours qui est diversifié et vous êtes rentré à l'Université du Québec à Chicoutimi comme professeur en quelle année? J'ai commencé à l'UQAC ici en 1986. J'avais travaillé auparavant dans une firme d'experts conseils, également Environnement Canada pendant quelques années. Et quand un poste s'est ouvert ici à l'UQAC, j'ai sauté dessus. C'est-à-dire, j'ai commencé par soumettre ma candidature et j'ai été sélectionné. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir travailler dans une équipe très dynamique sur la géologie. Donc, j'apportais le volet eau souterraine dans l'équipe sur la géologie ici à l'UQAC. Et est-ce qu'il y en avait beaucoup de personnes qui parlaient d'eau souterraine ou vous étiez dans les précurseurs? Bien, quand je suis arrivé à l'UQAC, il n'y avait personne qui travaillait sur les eaux souterraines comme telles. Mes collègues géologues travaillaient en exploration minière, le développement d'outils ou la définition de cibles qui pouvaient servir à l'exploration, par exemple. Et donc, ils s'intéressaient pour la plupart aussi à la roche dure. Donc, moi, j'ai apporté un volet écoulement de l'eau, eau souterraine, dans cette roche dure. Donc, c'était le volet roche dure, massif rocheux, qui m'intéressait ici. C'était une particularité qui avait été développée ici à l'UQAC. Et, disons, au fil des années à l'UQAC, quelles sont les études que vous avez faites sur l'eau souterraine? Bien, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau souterraine dans les mines. Donc, mes premiers travaux, ma thèse de doctorat portait sur les entrées d'eau dans les mines, comment on peut le caractériser, comment on peut le simuler sur ordinateur, ces écoulements-là. Donc, je me suis intéressé aux mines d'abord, au Québec, même en arrivant ici à l'UQAC. J'ai développé des projets à Mine Niobec et par la suite à d'autres mines en Abitibi ou au Nouveau-Brunswick. Donc, on a travaillé dans un certain nombre de mines. L'avantage du travail dans les mines, c'est qu'on voit vraiment l'écoulement de l'eau. On peut le décrire en 3 dimensions, vraiment. Alors que quand on est simplement à la surface des terrains, on voit 2 dimensions seulement. Mais dans les mines, on voit la 3e dimension. C'est un intérêt pour le travail dans les mines. Et par la suite, nous avons travaillé également sur un certain nombre de projets intéressants des municipalités, comme l'aquifère de Saint-Honoré, par exemple, qui alimente la ville de Saint-Honoré, mais qui est une source d'eau aussi pour la mine Niobec. Et de même qu'à Saint-Félicien et à différents endroits. Et nous avons constaté qu'il y avait passablement de données qui étaient existantes sur le territoire, qui avaient été collectées en bonne partie par des firmes d'experts conseils en hydrogéologie, pour le compte de municipalités ou d'entreprises, et que leur rapport était, je dirais pas tabletté, mais était la propriété des gens qui ont donné l'ouvrage, les municipalités, les industries. Donc, puis j'ai pensé que simplement en rassemblant ces diverses sources d'informations-là, en les mettant ensemble dans une même base de données géomatique, on arriverait à une première caractérisation des milieux aquifères dans une région. Donc, après un certain nombre d'années, après plusieurs discussions avec des municipalités régionales de comté et diverses directions régionales de ministères, puis les MRC de la région, finalement, on s'est mis d'accord, tous ces gens-là, pour faire une première ébauche de la cartographie régionale des aquifères et des eaux souterraines. Tout simplement en rassemblant les données qui existent déjà. Est-ce que c'est des données qui sont devenues publiques ou c'est des données qui nous permettent d'élaborer une cartographie qui est publique. Mais les données elles-mêmes demeurent la propriété des propriétaires des données, les municipalités, les entreprises, qui nous donnent, il nous faut une autorisation écrite
pour utiliser ces données-là. Mais juste cette cartographie-là, c'est un bel impact qu'on peut avoir, en fait. Les diverses rencontres qu'on a pu faire avec les agents régionaux, et municipaux et certaines entreprises a permis de mettre sur pied une sorte de table informelle de concertation sur les aquifères. Et c'est ce qui a permis de mettre sur pied un premier projet qui devait durer 18 mois sur le montage d'une base de données géomatique. Et pendant qu'on faisait ce montage de base de données-là, on a contacté le ministère de l'Environnement à Québec pour avoir des informations sur la structure que devait avoir la base de données. Donc, ils nous ont donné quelques informations, mais quelques mois après, le projet PACES a démarré à Québec, à l'échelle du Québec, le programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Et nous, on a sauté à pieds joints sur ce projet-là pour bonifier, pour compléter notre étude sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui implique la cartographie, la compilation de l'ensemble des données sur lesquelles on arrive à mettre la main, et la constitution d'une base de données homogène, et la collecte de nouvelles données, de nouveaux forages, des échantillonnages d'eau souterraine pour voir la qualité chimique de l'eau souterraine. Et donc, on a constitué de cette façon-là une cartographie des aquifères et des eaux souterraines de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au fil des années, les techniques ont dû vraiment évoluer depuis vos débuts en 86, je crois, jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi qui est la plus grosse différence qu'il y a? Moi, je dirais que la plus grosse différence, c'est la facilité d'utilisation des bases de données numériques, et en particulier à référence spatiale, la géomatique, et qui nous a permis de créer une base de données qui peut servir aux eaux souterraines, mais qui peut servir également à d'autres problématiques qui touchent le territoire, le sous-sol du territoire. On peut penser à des risques d'instabilité de terrain, par exemple, ou reliés à la sismicité. Si un tremblement de terre se produit à quelque part dans Charlevoix, ce qui est susceptible de se produire, nous en avons eu un ici en 88 qui était de façon exceptionnelle tout près de nous. Oui, je m'en rappelle. Probablement pas très fréquemment de ce type de tremblement de terre, mais dans la région de Charlevoix, il est plus susceptible d'en avoir. Mais on peut être affecté par les tremblements de terre dans Charlevoix. Donc la connaissance sur la structure du sous-sol, la stratigraphie des dépôts meubles nous permet de développer une micro-zonation pour les risques sismiques. Parce que les risques d'un tremblement de terre donné vont varier selon les dépôts meubles où on se trouve. S'il y a des dépôts argileux assez épais, on est plus susceptible d'avoir des dommages en surface. Si on est sur le socle rocheux, on est moins susceptible. Donc la cartographie des dépôts meubles qu'on a fait pour les milieux géologiques aquifères, pour les eaux souterraines, peuvent servir à cette problématique-là également. Wow! C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et tout votre savoir que vous avez, l'encyclopédie que vous êtes, est-ce qu'elle sert encore? Est-ce que vous êtes impliqué encore au niveau de l'eau une fois? J'en doute pas, mais de quelle manière? En fait, ce que j'ai dans la tête n'est rien à comparer à ce qu'on a dans la base de données. Puis, ce qui nous préoccupe un peu actuellement, moi puis d'autres collègues au Québec, c'est qu'est-ce qui va arriver de la base de données que l'on a constituée dans le cadre des projets PACES concernant les eaux souterraines. Parce qu'il y a diverses problématiques où elles peuvent servir. Je parlais de la cartographie des zonations sismiques. On peut penser aussi à l'évaluation des impacts d'exploitation d'autres ressources minérales, comme les tourbières, les sablières, les carrières, et, où ils se trouvent, d'une part, où on peut les exploiter, mais quels sont les impacts de ces exploitations-là sur les eaux souterraines. Donc, cette cartographie-là peut servir à ça également. Mais ce qui est nécessaire, c'est de maintenir à jour
la base de données, parce à chaque année, il y a de nouveaux forages qui se font un peu partout sur le territoire. Mais il faudrait que ces nouveaux forages-là soient intégrés dans la base de données. Et est-ce que vous avez de la relève à l'université qui... Bien, ça ne dépend pas uniquement de nous. J'ai de jeunes collègues chercheurs qui s'intéressent à cette problématique-là, puis qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de solutionner le problème, de solutionner le maintien à jour de la base de données. Et nos partenaires régionaux à qui nous avons parlé des eaux souterraines pendant un certain nombre d'années, de décennies, je dirais, sentent aussi la nécessité de maintenir à jour cette base de données-là. Et nous continuons les démarches pour aller de l'avant. Une problématique, c'est d'identifier quel est l'organisme gouvernemental qui serait en charge de ça. Parce que l'eau souterraine relève d'un ministère, les risques sismiques relèvent d'un autre ministère, oui, la qualité des eaux souterraines relève du ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture s'intéresse à l'alimentation en eau des exploitations agricoles, et de même que s'intéresse également aux risques potentiels de l'exploitation agricole sur les eaux souterraines. Donc il y a plusieurs organismes gouvernementaux qui sont intéressés, mais ce n'est pas clair pour le moment lequel de ces organismes-là devrait prendre en charge la mise à jour de la base de données du sous-sol. J'ai pu constater depuis quelques décennies un regain d'intérêt très important sur les eaux souterraines dans la région, mais un peu ailleurs au Québec. Il faut dire qu'au Québec, on avait un retard à rattraper sur l'intérêt concernant les eaux souterraines, parce qu'on a tellement d'autres surfaces qu'on l'exploite, que les municipalités, par exemple, s'approvisionnent en majeure partie à partir des autres surfaces, les municipalités d'importance. Mais la fraction de la population qui s'alimente en eau à partir des eaux souterraines augmente d'une année à l'autre. Et éventuellement, on va utiliser les eaux souterraines autant que dans les autres régions du monde. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, cette semaine, quand ils ont annoncé dans les médias qu'ils allaient augmenter, justement, le prix qu'ils allaient vendre l'eau? Oui, les redevances sur l'eau. Bien, je pense que c'est d'aller dans la bonne direction. Et c'est tout à fait normal que ceux qui utilisent l'eau paient pour ça, donc fournissent à l'État une certaine redevance, ne serait-ce que pour développer les connaissances sur l'eau. Donc, je parle pour mon intérêt personnel quasiment, là. Oui. Mais il faut développer les connaissances sur l'eau. Et ici, on avait beaucoup de retard. Quand on a commencé la cartographie dans le projet PACES, on est peut-être une des dernières régions du monde à faire cette cartographie-là. Et l'avantage qu'on a par rapport aux autres, c'est qu'on a commencé tout de suite à le faire avec les outils récents, les outils numériques, les outils géophysiques existants, qui n'existaient pas il y a 40 ans, par exemple. Et si bien qu'on a pu constituer une base de données impressionnante. Rapidement. Assez rapidement, et qui peut servir à d'autres utilisations que seulement les eaux souterraines. C'est déjà très important, les eaux souterraines, mais il y a également d'autres applications auxquelles elles peuvent servir. Donc, dans l'équipe de géologues que nous avons à l'UQAC et de géotechniciens, il y a des personnes qui s'intéressent à ces différentes autres applications. Donc, le travail collaboratif est toujours aussi important au niveau de la recherche. Exactement. Oui, c'est... en fait, on ne connaîtra jamais de façon absolue les eaux souterraines, parce qu'une particularité des eaux souterraines, c'est qu'elles sont invisibles. Oui. Donc, il faut constamment démontrer à la population ce qu'on arrive à comprendre sur les eaux souterraines, tout en admettant que l'on ne comprend qu'une petite partie, que l'on arrive à voir par des forages, par exemple. Ce qu'il y a entre deux forages, on arrive à le déduire par les connaissances géologiques que l'on a.
Bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour toute cette énergie-là que vous mettez à protéger l'eau souterraine, à éduquer sur ces aquifères-là qui sont dans la région, qui font grandir la connaissance sur l'eau. C'est vraiment qu'un grand plaisir que j'ai eu aujourd'hui de discuter avec vous de justement cette belle ressource-là qui est l'eau. Merci. Ça me fait grand plaisir, Alexandra.